Alors bonsoir, bienvenue pour encore un séminaire d'écriture documentaire qui est une nouveauté de cette année. Et nous allons aujourd'hui nous consacrer au film de Harun Farokhi en comparaison, présenté par Thomas Wolzenlogel qui est professeur à la IR. Et nous sommes très ravis de le recevoir et de vous recevoir ici. J'espère que vous soyez chauffés pour les discussions pendant ce film. Nous espérons qu'on puisse faire des beaux échanges à la fin. Et n'hésitez pas à poser vos questions et à présenter vos idées et votre aperçu. Donc je passe la parole à Thomas qui va vous présenter le film en quelques mots et davantage à la fin de la séance pour qu'on puisse discuter là-dessus. Merci. J'ai combien de temps? 5 minutes? Ça dépend je vais essayer de d'être peut-être, parce que quand je commence en général. Je vais peut-être présenter très rapidement Harun Farokhi pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Harun Farokhi est un cinéaste allemand qui est né en 1944 et qui est décédé en 2014. Et il a une trajectoire assez singulière dans le cinéma documentaire. Il a été étudiant à la DFFB, qui était la Deutsche Film- und Fernsehakademie de Berlin, quand elle a ouvert, donc en 66. 67, il prend part aux manifestations étudiantes, notamment lors de la venue en visite du Shah d'Iran. Il est exclu de l'école, puis il est réintégré en 68, fin 68, 69, au sein de l'école, mais avec une mise à l'épreuve. Alors, il fait partie d'une génération de documentaristes qui compte des cinéastes très peu connus, ou assez peu connus en France, comme Arthur Bitamski, avec lequel il va réaliser 2 films, Elke Sander, qui est une documentariste extrêmement intéressante, mais pareil, les films sont très très peu projetés. Il sera le compagnon de route pendant quelques temps de Holger Mainz, qui lui est plus connu pour avoir été militant de la Rote Armee Fraktion et qui mourra en prison. Holger Mainz a travaillé d'ailleurs avec Harun Farokhi sur plusieurs films. Pour le dire très très vite, les premiers films d'Harun Farokhi sont vraiment des films d'agit-prop, militants, politiques. Il est à la fois influencé par les textes, on va dire, de la théorie critique allemande qui réapparaissent au cours des années 60, au début des années 60, donc Adorno, Marcuse, Benjamin, Horkheimer. Il est également influencé par Godard, par Jean-Marie Straub et Daniel Villiers, qui sont un couple de cinéastes français qui avaient émigré en Allemagne au début des années 60 et qui ont commencé à faire leurs films en allemand en Allemagne. Ce sont les 2 figures extrêmement importantes du jeune cinéma allemand qui émerge au cours des années 60. Avec Alexander Kluge, par exemple. Alors, il réalise donc des films militants, politiques, très engagés. Il s'inspire du cinéma de fiction, on va dire brechtien, donc qui est pratiqué à la fois par Godard dans les années 70 et par Jean-Marie Straub et Daniel Villiers. Mais en 78, il réalise un de ses derniers films de fiction, qui est Zwischen zwei Kriegen, Entre 2 guerres. Et il se rend compte, à partir des années 80, qu'il n'a plus du tout la possibilité d'avoir accès à des moyens de production qui vont lui permettre de travailler sur du long terme avec des acteurs. Et donc il décide de transformer sa pratique en travaillant davantage à partir d'images qu'il va récupérer, soit de tournages précédents, soit des images d'archives. Donc il va faire plusieurs films sur les images de la guerre notamment. Et à partir des années 80, on va dire qu'il y a 2 pratiques différentes. Il y a les films documentaires de montage, dans lesquels il emprunte différentes images d'archives qu'il va recombiner, dont il va faire des montages et commenter les images. Et une deuxième tendance, qui est plutôt illustrée par le film en comparaison qu'on va voir ce soir, qui a davantage à faire avec le cinéma direct, le cinéma documentaire direct, dans lequel il va filmer les lieux de travail, de production, notamment des briques, dans plusieurs pays dans le monde. Et le film est peut-être assez déstabilisant au premier abord parce qu'il n'y a absolument aucun commentaire, alors un peu comme ce que peut faire Frédéric Weisman. Mais par contre, le vrai travail va être fait sur le montage et l'absence de commentaires ne signifie absolument pas que Harun Farokhi n'exprime aucun point de vue à travers le montage et que c'est plutôt ça qui va nous intéresser donc dans la deuxième partie après la projection. Voilà. Très bien. Donc le but du séminaire, c'est qu'on puisse regarder un film et en discuter avec quelqu'un qui est un passionné, un spécialiste ou qui travaille là-dessus. Donc Thomas fait un livre qui parle de plusieurs cinéastes,
inclus à Faroki. Vous trouvez le petit flyer en sortant à droite sur la petite table. Et maintenant, donc l'idée, c'est qu'ils puissent inciter le débat et qu'ils vous participer, qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est que le cinéma il dépasse la contemplation et qu'on puisse ensemble aller au-delà de ce que l'image peut nous dire individuellement. Donc je passe la parole à Thomas et après, à la fin, vous pourrez consulter le contenu sur notre chaîne YouTube. Et on en parlera à la fin. Je passe la parole à Thomas. D'abord, je trouve que ce qui est super intéressant de voir un film de Farocki sur grand écran, c'est de mesurer à quel point il est extrêmement décevant que le dernier film de Farocki qui avait été projeté en une salle de cinéma, il me semble, à ma connaissance, que c'était Vidéogramme de Révolution, qui date de 93, et qu'après ça, il a été plutôt condamné à diffuser ses films à la télévision quand il était cofinancé par les chaînes de télévision allemandes, mais sinon c'était plutôt des arrangements avec des commissaires d'exposition pour mettre en œuvre des installations qui n'étaient pas toutes réussies. On va dire que le dispositif n'était pas très très intéressant. Il y a une chose qui me paraît être assez constante dans le cinéma de Farocki. Si vous allez voir d'autres films de Farocki, vous verrez que formellement ça varie énormément. Il y a vraiment de choses différentes, mais il y a quelque chose qui est assez constant chez lui, c'est qu'il travaille, à mon avis, autour d'une chose qu'il maîtrise pas toujours, mais dans ce film-là, je trouve que ça fonctionne. C'est quelque chose qu'il emprunte au théâtre de Brecht. Et d'ailleurs, c'est plutôt le théâtre de Brecht qui va irriguer, on va dire, sa théorie du cinéma. C'est que Brecht voulait créer, par son théâtre, l'effet d'étrangeté pour le spectateur. Il voulait que les situations qui étaient représentées apparaissent, des situations banales, quotidiennes, apparaissent aux yeux des spectateurs comme étant des choses étranges. Et je trouve que ce qui fonctionne assez bien dans ces films, et en particulier celui-ci, c'est la manière dont, avec des images documentaires, il réussit quand même à produire une certaine forme d'effet d'étrangeté chez le spectateur. À plusieurs reprises, pendant le film, je me disais qu'il est assez étonnant que les images du travail paraissent à certains moments des phénomènes extrêmement étranges, comme si on les voyait pour la première fois. Que même les processus du travail, quand même, ils nous sont vraiment étrangers, quand ça se passe au Burkina Faso, en Inde, etc. Ça nous paraît extrêmement étrange, mais même la production des briques en Europe, industrialisée, automatisée, même ça finit presque par nous paraître totalement étrange. On se demande sur quelle planète on vit, dans quel monde on vit, pour avoir des formes de travail qui sont aussi dissemblables, aussi différentes. Et une autre chose qui me paraît extrêmement forte là, dans le film, c'est qu'avec des images contemporaines, finalement, les unes des autres, enfin les unes par rapport aux autres, ce sont des images contemporaines. Je crois qu'il les a filmées, Igor Kratich a filmé ça sur plusieurs mois, sur une année. C'est qu'avec des images qui ont été tournées à la même époque, il arrive presque à nous faire une histoire du travail. On a le travail artisanal de la production de briques, jusqu'à l'automatisation, en passant par la mécanisation de la production, les différentes étapes de la mécanisation de la production, et qu'on a donc une image du travail qui est à la fois morcelée géographiquement, et en même temps, quand on les rassemble, on arrive à essayer de voir presque une histoire en train de s'écrire, alors que ces gestes du travail sont tout à fait contemporains. Et une troisième chose, enfin, que l'on retrouve dans tous ces films, c'est l'attention, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'attention portée alors déjà aux gestes du travail, mais surtout aux mains. Les mains sont extrêmement... Il y a une attention très très forte posée sur les mains qui travaillent, les mains qui passent des objets aux autres, etc. Et je me disais que en comparaison, il y avait aussi cette histoire-là, finalement, de ces gestes qui disparaissent. Et l'absence de commentaires, d'ailleurs, produit quelque chose aussi, c'est qu'on a une forme d'ambiguïté, finalement, par rapport au travail, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à savoir de quelle manière Farocki se positionne lui-même par rapport aux différences entre le travail artisanal, manuel, et le travail totalement automatisé. Il y a une forme d'ambiguïté parce que je pense que là, il laisse un espace de liberté pour le spectateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la condamnation de l'industrialisation et de la mécanisation, de l'automatisation de la production, mais il n'est pas non plus, il n'est pas dans une survalorisation du travail manuel, etc.
Mais en même temps, il n'est pas du tout en train de mettre de côté la pénibilité du travail manuel. Il me semble que c'est assez évident que l'on voit quand même des corps le travail est éprouvant pour les corps qui sont filmés. Et cette attention sur les mains, elle me paraît assez intéressante parce que finalement, ce qui se perd aussi dans ces différentes formes de travail, c'est le collectif. Ça m'a frappé de voir ces corps, etc., qui sont ensemble, en train de fabriquer ensemble un bâtiment, une maison, etc. Et puis la solitude des gens derrière leur machine, en train de faire le même travail extrêmement répétitif, de contrôle, etc., de l'état des briques, jusqu'à la disparition de toute race humaine dans la dernière partie, où là, il y a un robot qui voit. Il y a un robot qui fabrique une image, et qui, avec cette image, produit, déplace des briques, et les dispose, etc. Et ça, c'est ce qui a hanté le cinéma de Farocki jusqu'à sa mort, c'est son travail autour de la disparition, de la double disparition des yeux qui regardent et des mains qui manipulent. C'est vraiment ce qui est constant, et ce qui a traversé tout son cinéma. Si vous allez voir d'autres films, il interroge beaucoup ça, la manière dont les caméras ont servi, ou en tout cas l'utopie qui est née avec le développement de la caméra, c'était quand même de donner à voir, de pouvoir voir mieux grâce à la caméra, et qu'aujourd'hui, on a des caméras qui sont disposées sur des machines qui produisent des images qui ne sont même plus destinées à être regardées par des yeux humains, qui sont des images qui sont déjà retravaillées par les machines, analysées par les machines, et destinées à effectuer un travail qui n'est plus du tout humain. Alors ça, c'est les trois éléments esthétiques qui m'intéressent chez Farocki. Il y a une quatrième chose qui n'est pas forcément annexe, mais qui, à mon avis, est intégrée même dans la manière dont il construit ses films. C'est la méthode en fait de travail de cinéaste de Farocki. Farocki disait que Godard et Brecht avaient inventé une méthode, mais qu'ils n'avaient jamais véritablement commencé à travailler avec la méthode dont il parlait. Et ce que Farocki a essayé de faire, à mon avis, pendant toutes ces... ce film-là, je ne l'ai pas dit, mais donc, il est réalisé en 2009. Et quand il réalise ce film-là, avec sa compagne, Antje Eman, il décide de faire de ce film le premier jalon d'un projet beaucoup plus vaste, qui s'intitule Labor in Single Plan, Labor in One Shot, pardon, le travail en un seul plan, qui est un projet en fait d'exposition co-organisé avec des amateurs de cinéma ou des étudiants en cinéma un peu partout dans le monde, dont le projet était chacun va réaliser un film qui ne contient qu'un seul plan, et les modalités techniques de ce plan sont laissées à la libre choix des cinéastes. Il peut être un plan fixe, un travelling, caméra portée, peu importe, mais de filmer les gestes du travail en un seul plan et de faire un amoncellement comme ça d'images qui seraient alors exposées, qui ont été exposées à différents endroits, à Vienne, Berlin, il me semble, en Angleterre. J'en ai vu quelques-uns, je ne sais plus combien il y a de films, mais c'est court-métrage qui dure entre 1 et 5-10 minutes. Et c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, ce qui me paraît assez important chez Farocki, c'est cette générosité-là, je trouve, de cinéaste. C'est-à-dire que esthétiquement, il n'a jamais vraiment été dans la sophistication, on va dire, formelle. Il n'a jamais été dans l'esbrouf, etc. Il a toujours été assez généreux quant à la manière même dont il construisait ses films. En le voyant, moi c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler, c'est quand je me suis dit que ce que partageaient Haroun Farocki, mais Straubier, Pedro Costa, ou d'autres cinéastes, par rapport à d'autres cinéastes documentaires militants d'ailleurs, parce que Haroun Farocki est resté un cinéaste politique, en tout cas extrêmement engagé, c'est que ce que partageaient une constellation de cinéastes, c'était leur volonté de transmettre une méthode aux spectateurs, ou en tout cas aux spectateurs qui aimeraient produire des films. Surtout à une époque où l'accès aux caméras est quand même extrêmement facile. Et en voyant le film, encore une fois, celui-ci, je me dis, tiens, on pourrait reprendre le même dispositif et se demander, tiens, dans différentes parties du monde, de quelle manière d'autres gestes de travail, dans l'agriculture ou l'agroalimentaire, etc., comment ça s'organise. Enfin, je trouve que c'est extrêmement simple, on voit très bien de quelle manière
le film s'organise lui-même. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de dissimulation, on va dire, du dispositif. Il y a plutôt une exposition des méthodes de travail. Ça, il me semble que c'est un des traits caractéristiques, c'est cette générosité-là chez Aaron Farocchi, et chez Pedro Costa également, qui est un cinéaste portugais. C'est voilà, cette volonté de transmettre une méthode aux spectateurs, de leur donner la possibilité de reprendre les mêmes outils, les mêmes dispositifs pour produire à leur tour. D'utiliser le cinéma comme véritablement comme outil d'analyse, comme étude visuelle. Et c'est une étude visuelle critique. C'est pas parce qu'il n'y a pas de commentaires, qu'il y a vraiment une absence de... Les seuls intertitres qui sont là nous donnent de légères informations, mais qu'il n'y a pas... que le point de vue d'Aaron Farocchi sur la situation n'est pas explicitement formulé. Ça ne signifie pas pour autant que le film ne prend pas parti là-dedans. Je trouve que Farocchi prend position en fait par rapport aux images qu'il filme et aux gestes du travail. Qui est une position ambiguë, qui n'est pas du tout dans la facilité, qui n'est pas du tout dans l'éloge de la mécanisation ou de l'automatisation, mais qui n'est pas non plus dans la déploration d'un travail manuel qui était le plus valorisant symboliquement, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai trouvé qu'il était plutôt dans un aspect de constat, quoi, parce que c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas un parti pris vraiment, prégnant comme ça, mais on voit bien qu'il pose des bases sur lesquelles on a à réfléchir, quoi, parce que c'est vrai que c'est justement ça que j'aime beaucoup, c'est cette utilisation du contraste comme ça, de passer de l'Allemagne au Burkina Faso, c'est vrai que c'est deux mondes, quoi, c'est quasiment les pôles extrêmes de la survie. Donc c'est vrai que c'était ça qui est assez intéressant de voir, comme tu disais, toutes les méthodes, parce que ce qui est aussi en question, c'est tout ce qu'il y a derrière, quoi, parce que je veux dire, quand il y a à un moment donné l'intertitre, où il montre justement qu'il y a aucun additif, ça dépend uniquement de l'énergie humaine, là, quand ils font les briques avec la machine à presse et tout ça. Et quand on voit à côté, justement en Suisse, avec la machine, on sait que c'est avec une machine qui marche avec de l'électricité, qui est faite avec une centrale nucléaire, quoi. Donc quand on voit toute la mécanique qui s'opère, c'est vrai que ça remet en question beaucoup de choses, quoi. Mais dans il y a une chose qui est assez intéressante quand on lit les textes de Farocchi, par exemple, c'est qu'on remarque qu'il a été quand même extrêmement attentif toute sa vie à l'évolution des médias. Il me semble que ce film-là, il faut aussi le penser comme étant... Farocchi était marxiste, et il est resté quand même assez longtemps, même si c'était un marxisme hétérodoxe, pas du tout affilié au Parti communiste allemand, etc. Mais c'est un marxisme hétérodoxe, et pour lui le matérialisme c'est extrêmement important, et donc pour lui les films, la forme de ces films eux-mêmes dépend énormément en fait de la forme du cinéma dominant et du cinéma documentaire dominant. On aurait très bien pu imaginer que les mêmes plans soient accompagnés d'un commentaire. Enfin, j'imaginais, tiens, si on avait vu ce film-là, avec les commentaires d'un journaliste de France 2 ou France 3, demande ce qu'ils auraient bien dit, ce qu'ils auraient bien ajouté en fait. D'abord, ils nous auraient expliqué ce qu'il faut comprendre dans les images que l'on est en train de regarder, alors que là, on n'est absolument pas plus informé que ça de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'en plus, le commentaire aurait été chargé d'une certaine forme de misérabilisme, etc., qui nous aurait bien fait sentir qu'à notre place de spectateur, quand même plus confortable que les personnes qu'on est en train de regarder. Et que finalement, le commentaire n'aurait eu pour autre fonction que de créer de la familiarité, de la complicité avec le spectateur par rapport à ce que l'on voit. Or là, justement, le fait qu'il n'y ait absolument pas de commentaire,
le fait que l'on ne soit absolument pas en train de nous expliquer ce qu'il faudrait qu'on voit, qu'on comprenne, que l'on ressente face aux images, ça nous permet quand même de les regarder comme si c'était la première fois que l'on voyait ce type de travail-là, alors que ce sont des images dont on peut se dire qu'elles font déjà partie de nos imaginaires. Il suffit d'avoir vu quelques films documentaires diffusés à la télévision, etc. Ou il suffit de regarder Cache Investigation, pour n'importe quelle affaire, il parcourt le monde entier, et puis donc on voit à chaque fois la situation dans différents pays, pour être un peu, pour être assez familier avec ce type d'image. Et pourtant, je trouve que le fait de nous laisser le temps de regarder les plans, de nous laisser le temps de voir les gestes, progressivement, on glisse quand même dans un état, je trouve, en tant que spectateur, où on se demande, mais qu'est-ce qu'on est bien en train de regarder? Est-ce que c'est bien le monde que nous croyons connaître? Et Farocki, justement, en étant très attentif à l'évolution des médias et à l'évolution des discours des médias, savait considérer également que, à la naissance du cinéma, il y a quelque chose qui a été très fort pour les spectateurs, c'est une forme de, pas tout de suite à la naissance, mais un peu de temps après, c'est quand on lit les premiers textes qui ont été écrits à partir de la naissance du cinéma, on est frappé par la très grande confiance, la confiance presque démesurée que nous, spectateurs, avons accordée aux images du cinéma. Et notamment après du cinéma documentaire, sur leur capacité à venir nous informer et nous donner des représentations du monde, ou de parties du monde auxquelles nous n'avons pas accès, ou que nous ne visiterons probablement jamais. Mais que le revers de la médaille, et on le voit aujourd'hui de plus en plus, c'est que cette très grande confiance engendre aussi de l'autre côté une très très grande méfiance vis-à-vis des images. Qu'il y a aujourd'hui même une hostilité très forte exercée contre les puissances des images et leur capacité de nous affecter en tant que spectateurs. Alors que là, le dispositif est extrêmement bienveillant vis-à-vis de son spectateur. Il ne cherche pas du tout à l'intimider, à le brutaliser, ni même à le réveiller ou le conscientiser, qui sont un peu les affects de certains films dits politiques, etc. Au contraire, le dispositif est plutôt bienveillant, c'est-à-dire qu'il nous laisse véritablement le temps d'investir avec notre imaginaire et notre imagination les images, quitte à nous demander justement si les images que l'on voit dépeignent vraiment le monde dans lequel on vit, tant ce qui s'y déroule peut à un moment donné nous paraître étrange, tellement étranger. Je pense qu'on le retrouve en fait, cet effet d'étrangeté de Brecht dans les films de Farocki. Il y a vraiment cette volonté de nous demander à un moment donné, de nous demander, ou de nous rendre compte peut-être, parce qu'il y a ça aussi, les intertitres à un moment donné parlent de certains modes de production en disant, ou de certaines techniques de production. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il disait voilà, ça n'a pas bougé depuis 1930, et puis un autre 1945. en France, oui, on coupe avec les deux fils en briques. Je crois que juste avant c'était marqué, c'est indiqué sur intertitre que le dispositif n'a pas varié depuis 1930 ou 1945. 1945. Il y a une autre chose là qui est importante, c'est d'historiciser les images, d'historiciser les moyens de production. Je disais tout à l'heure que ce qui était frappant, c'est qu'avec des images contemporaines, il arrive presque à nous faire visuellement l'histoire de la production de briques. Et en même temps, il est aussi en train de nous dire qu'il va aussi falloir regarder ces images comme étant des moments d'une histoire qui est transformable. Que les conditions de production dans les différents pays sont des conditions qui ne sont pas naturelles ou culturellement enracinées dans le pays, que ce sont des conditions de production qui sont déterminées historiquement, économiquement, et que cela peut se transformer. Ou pas. Ou pas. Parce qu'ils continuent de faire les briques et les maisons se construisent dans des différents lieux.
qui sont contemporains, mais les méthodes sont variées et cela continue d'exister. Je connais pas les textes des Farokhi, mais c'est presque un catalogage de plusieurs façons de faire. Parfois, j'ai l'association que c'est une façon aussi de montrer les méthodes peuvent être variées, il faut pas les concentrer d'une seule manière, peut-être. Et toutes continuent de marcher. Après, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, on voit qu'il y a les gens... Par contre, il y a un malaise partout, qui les gens soient engagés... C'est un malaise physique de trop mettre son corps au travail ou de pas assez avec la machine, parce que la machine est plus lente que l'homme, peut l'être pour l'accompagner parfois. Donc c'est assez... ouais, en effet, c'est assez ambigu. Ou d'avoir un éventail de gestes qui est de plus en plus réduit. C'est vrai qu'entre les personnes qui commencent à fabriquer en Inde les briques, etc., les personnes qui les portent, même s'il y a une division sociale et technique du travail très forte d'ailleurs, entre hommes et femmes notamment à un certain moment. Donc même s'il y a cette division-là, on a l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de gestes différents qui sont effectués, alors que au moment de l'automatisation, enfin de la mécanisation de l'automatisation, dans les pays européens, on a plutôt tendance à voir que l'éventail de gestes du travail se réduit considérablement. Se réduit considérablement. Ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que la question de la main et du geste de la main est présent, même dans les machines, jusqu'au bout. Et la machine de la fin est la plus humanoïde, je dirais, de toutes les machines. Il y a une évolution aussi de la machine qui se ressemble de plus en plus à l'homme, je trouve, dans ce qui nous montre... Dans un film des années 80, dans 86... Comme si on réinventait l'homme, en fait, avec la machine. Il avait réalisé un film qui s'appelait Tel qu'on le voit, et dans le film, il y avait des plans d'artistes ou d'étudiants qui dessinaient à la main. Puis progressivement, il y a des différents plans qui se demandaient où ça allait dans le film. Et puis au bout d'un moment, on voit que il y a des ingénieurs qui étudient les mouvements des mains. Et puis plus tard dans le film, on voit qu'en fait, cette étude-là, le fait de redessiner les mains, d'étudier le mouvement des mains, ça va servir à la robotique pour mettre en place des systèmes mécaniques qui vont reproduire les gestes des mains, mais les plus élémentaires, pour effectuer certaines tâches qui ne seront plus effectuées en fait, par des êtres humains. Qui ne seront plus effectuées. La question, je trouve, qui ressort du film, c'est dans ce passage du travail manuel au travail automatisé dans lequel disparaît l'être humain, ou en tout cas il est réduit qu'à une tâche, finalement, parce que c'est ça l'histoire du capitalisme pour Marx, c'est le moment où le passage au capitalisme et à l'industrialisation, c'est le moment où l'être humain n'a plus besoin d'outils, mais devient l'outil de la machine. Parce que l'être humain est là juste pour faire fonctionner la machine, pour vérifier que la machine fonctionne correctement. Mais voilà, donc une des questions qui, je trouve, ressort du film, c'est qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne aussi. Ça, le film n'en parle pas, mais effectivement, il y a la question du temps, du temps de travail, de la pénibilité qui disparaît. Puis, extérieur, ça produit plus de chômage qu'autre chose, mais... Ce qui est intéressant, c'est que le dernier séminaire, on avait un film de Chris Marker. Je dirais que c'est presque l'inverse, ce qu'il nous propose Farokhi, parce qu'il nous donne des images, comme tu as dit, il nous donne une autonomie de la pensée. Même s'il nous propose déjà un chemin et un cadre, il nous laisse les rassembler, les interpréter à notre manière. Il y a un grand degré de liberté, alors que Chris Marker, les images sont un outil à un discours qu'il a déjà établi et qu'il a déjà interprété. Et c'est assez intéressant de voir ces deux démarches opposées pratiquement. Je ne sais pas si elles se rejoignent en quelque chose finalement ou pas, mais moi en tant que spectateur, j'ai trouvé ça assez différent l'expérience. Je ne sais pas pour vous comment ça a été l'expérience de regarder des images sans commentaire. Je sais pas qu'est-ce que ça vous a fait ressortir. Est-ce que vous vous êtes senti autonome aussi, ou
Ou ça a été plutôt décevant de ne pas avoir un commentaire derrière. Je sais pas si on a des avis un peu différents de ce qu'on... Moi, c'était que je me suis sentie assez autonome. Mais c'est vrai qu'avec Chris Marker, on a aussi un plaisir de voir les choses autrement que notre propre regard. Enfin, parce qu'il a un texte qui n'est pas le nôtre, ça c'est original. Mais je sais pas pour vous s'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager un peu ce qu'il a senti avec cette démarche de Farokhi, par exemple, qui est assez silencieuse, mais qui, bon, je sais pas si ça vous a parlé d'une manière quand même. Enfin, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le terme de catalogue. On a les pages et puis après on ouvre comme on veut, on lit comme on veut un petit peu finalement, il y a quelque chose de cet ordre-là et on peut remettre les choses dans un... Enfin, il y a quand même une lecture dans un sens où on va, chaque fois on part du moins industrialisé au plus industrialisé, donc tu as quand même une évolution qui est mise en place et qui incite à un certain regard par rapport à ça. Mais effectivement, il n'y a pas de jugement, je dirais, qui a apporté, ça nous laisse un peu libre et ça nous laisse justement nous poser d'autres questions, probablement, d'aller plus loin dans cette réflexion personnelle par rapport à ça. Et où est-ce que ça vous a amené, cette pensée? Oh dans tous les sens. Hein. C'est ça. Aussi, à digérer. C'est ça peut-être le problème, c'est que c'est les questionnements qui sont sur le progrès, sur les techniques, l'industrialisation, c'est des questions qui sont sur le social, sur le politique international, et comment on traite les gens, et qu'est-ce qu'on fait. Et puis des questions tout à fait personnelles, c'est-à-dire que ma perception de la vie, elle est telle qu'elle est parce que je vis ici et que voilà. Si j'étais en train de fabriquer des briques à la main au Burkina Faso, quelle serait ma perception de la vie? Est-ce que je trouverais ça cool de faire ça tous les jours? Ou est-ce que je trouverais ça vraiment méga chiant, comme je trouverais ça méga chiant si moi je devais le faire aujourd'hui, quoi? Enfin, voilà, ça peut aller très très loin pour le coup, vraiment, dans ces réflexions-là. Ouais, c'est l'ouverture. C'est ça qui est intéressant. Justement, moi, je me suis posé la même question. Si j'étais en Inde, au Burkina Faso, est-ce que vraiment je prendrais plaisir à ça ou pas du tout? Est-ce que je trouvais ça aussi pénible qu'autre chose? Effectivement, je me suis posé la même question. Mais je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression, et c'est ça qui est un peu intimidant des fois, je trouve, avec Farokhi, c'est qu'on a l'impression nous, spectateurs, on a l'impression que le cinéaste n'avait aucun projet pour nous. Sous-entendu, la plupart des cinéastes, documentaires ou de fiction, ont un projet pour le spectateur. C'est soit je veux l'intimider, soit je veux le brutaliser, soit je veux l'éduquer, soit je veux lui faire de la pédagogie, etc., lui expliquer des choses. Et là, on a l'impression qu'il n'a aucun projet pour nous, enfin, qu'il a juste disposé ses images comme ça, qu'il a fait son propre montage, que pour lui ça a sans doute un sens, puisque ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il se prive de commentaires, il prive ses images de commentaires parce qu'il estime que, et c'est le titre du film en comparaison, que les images sont déjà des commentaires des autres images, les unes des autres. Que les images commentent déjà les images précédentes et qu'elles vont aussi commenter les images suivantes, qui seront elles-mêmes commentées par les images précédentes. Voilà, que le montage pour lui, c'est pas une image plus une image plus une image, et tout ça forme un discours homogène, mais c'est une image et une autre image. Et dans ce rapport-là, il y a quelque chose à inventer. Et sauf que justement, le fait qu'il n'y ait pas de commentaires, c'est qu'il y a un vide à cet endroit-là que nous sommes obligés de combler. Et on comble chacun un peu à notre façon, mais finalement, je pense que... Alors, je sais pas, il faudrait faire un tour, mais si on fait un petit tour, je pense qu'on a sans doute comblé ici à peu près de la même manière. On s'est posé peut-être les mêmes questions. On s'est effectivement projeté en se disant, tiens, si je devais faire ça toute la journée... qu'est-ce que ce serait, etc. Je pense qu'effectivement, il y a aussi le fait qu'on mesure justement l'écart qu'il y a entre notre situation et la situation qu'on observe dans les images. Oui, je voudrais poser une question. Vous disiez que Farokhi est marxiste. Et dans le marxisme,
bon, je ne me rappelle plus très bien, mais la force de travail physique est extrêmement, toute la théorie du capital est basée là-dessus, et de la révolution aussi, la possibilité de la révolution de la force de travail. Et en fait, là, ce qui est frappant, c'est la présence de l'être humain dans la fabrication non industrielle et l'absence, ce qui n'est pas vrai, parce que derrière le procédé industriel et a fortiori derrière le procédé robotique, il y a de la force de travail, sauf qu'elle n'est pas physique, elle est mentale. Intellectuel. C'est ça qui est vraiment frappant. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il y a le côté marxiste entre là, à mon avis, dans sa façon de présenter, parce qu'il ne présente plus du tout l'autre versant du travail. Il y a la production matérielle, c'est-à-dire de la brique, mais il n'y a plus la force de travail. Il n'y a plus de force de travail dans l'image de la production automatisée. Parce que de toute façon, ce n'est plus une force de travail qui investit le corps. Bon, c'est vrai que les gestes des mains sont impressionnants, mais c'est le corps entier qui est engagé. Parce que c'est la force de travail qui s'use et qui... C'est le corps qui s'use. C'est pas uniquement la main, c'est le corps qui doit être nourri, qui doit être, etc., et qui s'use. Et la main ne fait plus rien quand le corps quand la colonne vertébrale est bousillée. Mais c'est ce qui m'a frappé, c'est la grâce des mouvements des femmes qui portent je ne sais pas combien sur la tête, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, et ça c'est pas uniquement la main, parce que c'est le pied c'est un travail du pied extraordinaire pour faire tout ce rééquilibrage. Farocki, dans les années 70-80, il lit énormément Günther Anders, par exemple, qui avait été marxiste, mais qui n'a plus été. Donc, le courant anti-industriel incarné par Günther Anders l'a à un moment donné énormément influencé, même s'il a repris ses écarts, par exemple, en découvrant les travaux en français de Pierre Naville sur l'automatisation. De qui ? Pierre Naville, sur l'automatisation, dans lequel justement Pierre Naville disait que le gros problème de l'automatisation, d'un point de vue révolutionnaire marxiste, c'était justement la disparition dans des unités de production d'un nombre assez important d'ouvriers, de travailleurs, qui, du point de vue marxiste, ne pouvaient plus, rendait de plus en plus difficile justement la capacité par la grève, etc., d'empêcher la production dans des unités qui étaient de plus en plus automatisées et dont il était beaucoup plus facile d'exclure les grévistes de l'entreprise et d'avoir quelques personnes pour faire tourner quand même l'entreprise ou l'usine. Donc il y a quand même cette interrogation-là. Je pense que l'accent qui est mis justement sur l'automatisation et sur le remplacement des êtres humains au sein des unités de production, c'est aussi pour lui, c'est aussi pour, c'est pas par pessimisme, mais pour prendre la mesure de la transformation justement aussi extrêmement forte qu'apporte l'automatisation. Voilà, je pense que c'est sans apporter de réponse justement. Parce que ça a été pour beaucoup l'enjeu justement de repenser le marxisme et l'histoire, l'économie de la production à l'aune justement de l'automatisation. Mais on remarque d'ailleurs que l'Allemagne du coup était beaucoup plus, en Allemagne les intellectuels étaient beaucoup plus,
apprêté en fait à cette évolution-là, théorique, qu'ailleurs. Il y a eu beaucoup plus de travaux en fait qui ont émergé dans les années 70 et 80 autour de la question de la cybernétique, etc. qu'ailleurs. De la même manière que Haroun Farroukhi et les étudiants de la DFFB dans les années 60 sont extrêmement attentifs aux nouveaux dispositifs télévisuels et de quelle manière ces nouveaux dispositifs télévisuels sont déjà en train de transformer nos capacités d'attention, de regard et d'écoute. Les presses du réel ont publié récemment 2 ouvrages, l'un de Friedrich Kittler, l'autre de Dieter Mersch, consacrés à la théorie des médias. C'est un ouvrage, celui de Kittler, qui date des années 70, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, des années 80. Et on rend compte que là-bas, les médias, c'était un objet qu'il fallait évidemment analyser et commenter, alors que en France, ça a été, sur le plan universitaire, pendant longtemps considéré comme un objet méprisant et méprisable. Mais ouais. Et ça, c'est très, très frappant pour moi. Enfin, même si je ne commente pas, pour moi, c'était évident que le début, avec plus de gens, c'est plus humain aussi. Enfin, c'est plus chaleureux le travail, en fait. Les gens, ils communiquent pendant le travail. Chacun a une mission claire et il comprend l'ensemble du processus. Tout est visible. C'est pas séparé par des murs dans l'usine. Tout le monde voit tout le processus et les enfants sont au milieu, en Inde par exemple, et chacun utilise son corps à un grand maximum, les femmes et les hommes. Il y a pas, chacun sa tâche, mais ils sont tous aussi investis dans le travail. Et au fur et à mesure, c'est peut-être l'image tout seul qui le fait, mais c'est pas pour rien, j'imagine qu'il a choisi cet ordre d'image, c'est que ça devient triste et vide et aseptisé et c'est parfait. La construction est parfaite, mais elle devient aussi moins intéressante finalement. Je trouvais que les maisons qu'il a choisi de montrer deviennent moins intéressantes au regard esthétiquement peut-être même. Et je trouvais qu'il y avait presque un climax au milieu du film où il montre c'est un endroit où il y a des architectes européens qui travaillent ensemble avec les gens en Inde, et du coup c'était le climax où il nous montre le projet, où il nous montre une partie plus humaine qui va au dehors du chantier, qui est les dessins des Européens, le dessin où il nous dit que c'est une chambre d'enfant qui doit être construite en plus, et là il apporte un peu de commentaires. Ouais. Il dit donc il profite pour gagner ils avancent le processus dans la production tout en construisant en même temps, et c'est comme si là il apportait un commentaire en disant peut-être que c'est dans ce milieu là qu'on devrait s'arrêter, là où on mélange la technique et le travail humain ensemble pour faire quelque chose qui a un sens, et c'est le seul moment où il a un commentaire en fait. Ouais. Et après on part vers le vide et on dit bon voilà, on en est où l'Allemagne est, où l'Autriche est, il n'y a plus d'humains, les constructions sont parfaites, aseptisées, mais à quoi ça sert finalement? On va juste un bâtiment au milieu de nulle part et on n'a pas compris à quoi ça sert en fait. Ouais. Donc c'est comme s'il apportait un commentaire. Enfin, ça c'était mon ressenti dans le film. Peut-être que, enfin, de toute façon chacun va comprendre à sa manière, mais je trouvais qu'il apportait un commentaire quand même, sans son commentaire, qui a été clair pour moi dans ce choix-là. Mais du coup, oui, ça veut dire que ça validerait l'idée que le cinéma n'est important que s'il y a du vivant à filmer, et que la machine, ça ne filme que... Enfin, il n'y a rien de vivant, quoi. Enfin, quand tu dis que les images, justement, de l'automatisation n'ont plus d'intérêt ou qu'elles sont tristes, etc., je trouve que c'est fort, en fait, comme... Dans ce film, j'ai trouvé. Parce qu'il y a dans les symphonies urbaines, par exemple, on a projeté quelques films ici, c'est l'inverse, en fait. Les machines sont à l'honneur. Et oui, ça devient magnifique, en fait. Que des images de machines qui travaillent, un enchaînement. Et du coup, on trouve la beauté dans la machine. Alors que là, je trouve que le fait de mélanger les deux choses, pour moi, individuellement, ça m'a créé forcément une comparaison. Pas des méthodes, mais aussi de l'absence de la présence humaine. Qu'est-ce que ça apporte à l'image, finalement, en fait?
je sais pas. Même au niveau de couleurs, en fait. C'est vrai qu'il y a moins de couleurs dans l'usine qu'à l'extérieur. Ouais. On va voir. À continuer. Hein. D'ailleurs, moi, il y avait un film qui m'a éclaté en tête, justement, à la vision de ces images, parce que j'aime aussi, étant marqué rien, mais j'aime aussi beaucoup quand il n'y a pas du tout de commentaires, c'est la vie, hein, peut-être le goût du paradoxe. C'est le film Glass qui avait eu l'Oscar du meilleur film documentaire étranger en court-métrage en 52 ou en 54. Et c'était assez intéressant, donc le réalisateur qui s'appelle Per Panstra filmait justement des souffleurs de verre. Et il y avait justement, comme là, un très grand soin qui était apporté à la façon de filmer les gestes, même l'éclairage était très très bien fait. Et justement, il tenait un discours, je pense, sans aucun commentaire, il y avait juste de la musique et tout ça. Et il le mettait en contraste, en correspondance, en dialogue avec justement des souffleries de verre, mais industrielles, avec le geste automatisé, précis. Et justement, on voyait vraiment deux choses qui étaient mises et tout était dit sans aucun mot finalement. Après, voilà, finalement, c'est comme tu disais dans ton post, c'est brechtien, c'est-à-dire que voilà, c'est comme au théâtre, bah, c'est une proposition, quoi. Il n'y a pas vraiment quelque chose à comprendre, il y a tout à interpréter à partir de là. Pas tout. Je pense, quand même quelque chose.